Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille Julien Chiez. Julien est le créateur de la chaîne YouTube numéro 1 sur l'actualité du jeu vidéo avec plus de 500 000 abonnés. Précédemment, il avait aussi cofondé Gameblog.fr qui est devenu un des plus gros sites d'information sur le jeu vidéo en France. Ce que vous allez apprendre dans cet épisode, c'est d'abord son process, comment il fait pour publier une vidéo par jour de manière extrêmement régulière. On va parler de comment percer sur YouTube et de comment est-ce qu'il est arrivé relativement tard sur le game du jeu vidéo sur YouTube et comment est-ce qu'il s'est fait sa place, ce qu'il estime comme étant ses grandes forces et ce qui lui a permis de se différencier. Et finalement, on va parler de passion, parce que vivre de sa passion, c'est un terme un peu galvaudé pour gagner de l'argent sur Internet. Julien, c'est une des rares personnes qui a vraiment pris sa passion numéro 1 dans la vie, qui en a fait son métier et pour qui ça a marché pendant très longtemps. Donc je trouve ça intéressant de comprendre d'où vient cette passion, est-ce qu'il a réussi à la maintenir alors que ça fait des années et des années que professionnellement il doit jouer à des jeux vidéo et parler de jeux vidéo, est-ce que vraiment il n'en a pas eu marre? La réponse c'est non, mais c'était intéressant de comprendre d'où vient cette passion, pourquoi est-ce qu'elle reste et comment est-ce qu'il s'en sert pour maintenir un rythme de publication qui est assez effréné. Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Julien Chiez. Et du coup, je t'en parlais juste avant, Julien, qu'on commence à enregistrer, mais c'est drôle de t'avoir sur mon podcast, puisque c'est toi qui m'avais à l'époque inspiré à faire des podcasts, sur un podcast que tu avais fait aux alentours de 2007 sur le site Gameblog. Et c'est vraiment le podcast Gameblog qui était un des premiers que moi j'ai écouté, et je me souviens que je suivais toutes les semaines. Et c'est ça qui m'avait donné envie de faire du podcast, en tout cas qui m'avait donné l'idée que le podcast c'est vraiment un média cool, à une époque où il y avait peu de gens qui faisaient des podcasts, et peu de gens qui les écoutaient. C'était un peu la galère, je me souviens, il fallait brancher ton iPod et synchroniser les trucs. Voilà. J'ai découvert récemment. On parlait d'artisanat, ces podcasts pendant des années et des années, ils s'étaient fait sur ma table à repasser. Vraiment, ça te donne un petit peu le niveau artisanal du truc. Mais ça en faisait du charme, quoi. Ouais. Et du coup, vous étiez combien sur un podcast? Vous étiez 3-4, vous avez un bon groupe de personnes? Ouais, c'est ça à peu près. Puis après, ça dépendait des sujets sur des thématiques particulières. On avait des invités, parfois on était un petit peu plus nombreux. Je me rappelle d'un podcast anniversaire, je crois que c'est les 2 ans, où on a réussi à ramener une tonne de grands noms de la presse de jeux vidéo, de plein d'années différentes. C'était un super plaisir, c'est plein de bons souvenirs. Et le délire, du coup, c'était la passion, quoi. C'est un peu ce que tu fais toujours aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée de dire... En fait, j'ai l'impression que quand les gens, tu vas suivre des news de jeux vidéo, il y a le côté news qui est cool, mais en un sens, tu as envie d'avoir une personne qui te rappelle pourquoi tu kiffes le truc et qui partage la passion. Et je trouvais que sur Gameblog, c'était ça qui était incroyable. Et aussi, à l'époque, tu vois, quand tu avais à l'époque, tu as surtout des magazines papier où tu suivais les news. Et donc, du coup, tu passes à un podcast où tu as une bande de potes essentiellement qui te partagent leurs trucs. Ça donnait, du coup, tu avais beaucoup plus ce que tu venais chercher, tu vois, la passion du truc et le kiff et juste pouvoir parler des expériences de tout le monde. Et je me souviens à l'époque, moi, ce que je kiffais chez vous aussi, c'était le côté, il y avait vraiment une historique, tu vois. Moi, j'avais à l'époque, tu vois, si je vous écoutais en 2007, j'avais 16 ans et donc du coup, j'avais 5 ans, on va dire, de recul sur le jeu vidéo. Pour un, le jeu vidéo, ça a commencé avec la Game Boy Color, tu vois. Et donc du coup, chez vous, il y avait aussi ce côté un peu la passion du truc et de l'historique qui avait existé. Tu montes ta Game Boy? La bonne vieille Game Boy. Mais la brique, ouais, la noir et blanc. Parce que je suis un petit peu plus vieux que toi. Moi, en 2007, j'avais 27 ans. Déjà, oui, je dis pas de bêtises. Là, j'en ai 41 maintenant. Mais ouais, mais t'as super résumé. Tu sais, parfois aujourd'hui, j'entends, je vois des gens qui... peut-être ternissent un peu le terme passion ou le galvaude, mais moi je sais que c'est ça qui m'a fait venir aux jeux vidéo. C'est la passion pour ces images animées, pour ces histoires, pour ces aventures. Et je l'ai toujours en fait, cette énergie, cette passion, ce plaisir pour décortiquer, décrypter un peu cette industrie. Et tu sais, enfin je veux dire, qu'est-ce qui te fait te lever tous les matins ? Moi, ça fait 25 ans que j'ai la chance de faire ce métier, alors de manière très différente en 25 ans, mais c'est parce que j'aime profondément ça. Et donc, à cette époque, c'était déjà ça, avec aussi beaucoup d'insouciance d'une certaine manière, parce que c'était vraiment... il y avait beaucoup de choses à défricher, tu le disais très justement, les podcasts à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, et il n'y avait pas énormément de gens pour les écouter, et puis au fur et à mesure, le truc s'est un peu construit, et c'est vrai qu'à ton image, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que ça les avait inspirés à se lancer un peu dans cette aventure podcast, qui objectivement demandent pas beaucoup de matériel, machin, juste avoir des choses à dire, à raconter de manière très subjective, et c'est ça qui est cool.
Ce qui est fou dans ton parcours, c'est qu'il y a marqué partout, ça fait 25 ans de carrière, on se dit, bah tiens, il a quel âge Julien, il a pas l'air si vieux que ça, il faut que je lui demande quel produit de beauté il utilise pour avoir ce visage jeune. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as commencé ultra jeune en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai commencé, j'avais 16 ans. J'ai écrit ma lettre de motivation le soir de Noël, je sais plus combien, 96, je crois. Euh, je l'ai envoyé au magazine que moi je suivais à l'époque, Player One, Console Plus, Joypad. Et j'ai reçu une réponse de Console Plus, mais qui me disait bah notre équipe est constituée, donc non. Et j'ai eu une réponse de Joypad, ils m'ont dit oui, bah écoute, passe à la rédac, etc. Et donc j'ai fait un petit test, visiblement ça a été concluant, et mon tout premier test, et bah, c'est Suikoden, le RPG de Konami, et c'était, ouais, je crois que c'est en 96 ou début 97, quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre? Parce que dans ma tête, je me dis, des lettres de candidature spontanée de gars de 16 ans dans des magazines de jeux vidéo, il Ouais. doit quand même y avoir un paquet, tu vois, ça doit pas être non plus. C'est un peu le job de rêve que tu pouvais avoir à l'époque. Donc, Ah, bah, qu'est-ce qui faisait, à ton avis, que toi, tu sortais un peu du lot à ce niveau-là? bah, j'ai posé la question quelques années plus tard, effectivement, au rédacteur en chef, Jean-François Maurice. Il m'avait dit qu'il recevait beaucoup de candidatures. Moi, je ne le savais pas à ce moment-là, mais je crois qu'ils avaient mis une offre sur le Minitel, tu vois. Hmm. Là, il y a des gens qui nous écoutent, ils disent, mais le mec est un dinosaure. Le Minitel, les gars. Sauf qu'ils prenaient pas les lycéens. Moi, j'étais lycéen, tu vois, j'avais Ouais. 16 piges. Mais dans ma lettre, alors déjà, j'avais fait un fanzine. Perso, donc c'est les petits magazines faits soi-même et Ouais. tout, qui s'appelait Burning Paper, Que que tu l'as imprimé, tu le ouais, distribuais. je l'imprimais et tout, Ouais. je le ramenais à mes potes à l'école, Ok. etc. Tu vois, j'avais vraiment envie de le faire, je Ouais. faisais la maquette, je faisais tout déjà à l'époque, parce que je kiffais vraiment ça. Et donc je l'avais joint dans ma lettre. Et dans ma lettre, je sais qu'il y a un truc qui a fait peut-être la différence et qui a en tout cas donné envie de voir qui c'était ce mec-là. J'ai dit, bah voilà, moi j'ai fait les scouts et je suis le frère aîné de deux sœurs, donc le sens des responsabilités je connais et si vous me prenez, vous inquiétez pas, je serai réglo, je ferai tout à fond, etc. Donc on s'est dit, ils ont dû se dire, c'est qui ce mec là, scout, Quand t'as 16 ans, ton prestige, CV, c'est j'ai fait les scouts et j'ai des sœurs. C'est le tes grand frère, qualifications. machin. Bon, et bah écoute, hein, aujourd'hui, je sais pas du tout si je Ouais. conseillerais de faire ça ou si même c'était une bonne technique, mais en tout cas, c'était spontané, peut-être un peu naïf, mais ça a peut-être été le petit. Toi qui, je crois, reçois aussi beaucoup de lettres de motivation, etc. Ouais. Parfois, il y a un petit truc qui sort du lot et qui fait Ouais. que tu as envie de voir la personne, et bah voilà. Vraiment, tu vas recevoir beaucoup de lettres, mais la plupart sont pas extrêmement persuasives en fait. Mm. Et je pense que le côté d'une personne qui a fait un fanzine, en fait, il y a relativement peu de gens qui ont fait des choses. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent faire des choses. Oui. Il y a relativement peu de gens qui les ont vraiment faites. Et en fait, si tu regardes aujourd'hui par rapport à ce que je fais, et si tu fais du contenu sur YouTube et tu fais du business en ligne, etc., en fait, la barrière d'entrée, elle est assez faible. C'est-à-dire que une personne n'a pas forcément besoin d'avoir réussi un truc et d'avoir fait un truc qui marche, mais d'avoir déjà fait des vidéos. Tu vois, si tu as un téléphone et tu peux faire un logiciel de montage gratuit, tu peux essayer de faire des vidéos. Alors elles sont bien, elles sont pas bien, c'est une autre question. La première question, c'est est-ce que tu as fait déjà la démarche de le faire? Et en fait, rien qu'avec cette étape-là, tu élimines en fait effectivement pas mal de gens. Moi, j'avais eu récemment un gars qui m'a contacté pour faire, tu vois, une analogie par rapport à ça. Enfin, c'était pas si récemment que ça fait environ ouais, ça fait 9 mois parce qu'il maintenant il bosse avec nous et la manière dont il m'a convaincu, c'est un gars qui euh, tu vois, sort de ses études, etc. En fait, il a pris une de mes vidéos, Mhm. il l'a traduit en anglais et il a retourné la vidéo lui-même en anglais. Il m'a envoyé un message en me disant bah tiens, tu devrais faire ta chaîne en anglais. Et je me suis dit voilà, la démarche, tu vois, elle est là. Il a fait l'effort de prendre la vidéo, de la C'est cool. transcrire, de la traduire, de la retourner pour me montrer un peu comment ça pourrait être. J'ai dit bah voilà, une personne qui est capable de se retrousser un peu les manches, tu vois. Et je pense qu'à une époque comme ça, tu vois, une personne qui a tellement de passion et d'envie, qui va faire son propre magazine et le distribuer aux gens qui voudront bien le Surtout lire. que c'était un petit peu plus compliqué à faire à l'époque, Ouais, hein, parce que ouais, j'imagine. aujourd'hui on a vraiment des outils dans tous les sens. Là, moi j'avais pas d'ordinateur à la maison, tu vois, donc on devait j'allais au bureau de ma maman, Ouais, machin, je m'arrangeais pour faire imprimer les trucs, j'allais dans un truc pour, tu sais, les photocopier, fois ouais, 10 ouais. exemplaires, je mettais mes petits sous de l'époque, ouais. Ouais, c'est drôle. Bon, Donc la du coup, maquette, par contre, je peux te dire, c'était l'enfer, hein. tu devais quasiment tout découper à la main, non? C'est ça? Tu Ouais, ouais. devais Ah non, mais je avec, faisais des. Bon, cela dit, un les tube de maquettes colle? des magazines de l'époque étaient quand même aussi particulières avec notre Ouais, regard d'aujourd'hui de 2021, mais tu sais, t'avais des espèces de gros aplats, des espèces de ouais, flèches, des trucs comme ça, voilà, enfin, c'était un peu kitschos. Mais voilà, j'avais 16 ans. ouais, c'était fait maison, c'est cool. Ouais, c'est ça. Euh, et donc du coup,
on va pas faire l'historique entier de ta carrière, puisque 25 ans de carrière, ça va être long, mais voilà, c'était il y a 25 ans, tu commences dans le magazine papier. Après, grosso modo, tu vas faire plein de choses différentes, mais une grande étape, c'est quand même, tu fondes le site Gameblog sur lequel tu vas rester 10 ans entre 2007 et 2017, qui est devenu, du coup, j'ai découvert le deuxième site de jeux vidéo en France, derrière jeuxvideo.com, ce À qui est l'époque, assez énorme. aujourd'hui, je sais pas trop, mais parce que on le verra dans la conversation. Moi, je suis pas quelqu'un de très nostalgique. J'aime beaucoup avoir des souvenirs. J'ai des souvenirs incroyables de Gameblog, j'ai des souvenirs incroyables de Joypad, etc. Mais je suis pas dans la nostalgie, donc je me repais pas constamment de ce qui s'est passé. Il y a juste une étape entre qui, à mon sens, est importante pour expliquer le après du YouTube. C'est j'ai quand même fait 11 ans de télé. Et pendant ces 11 ans, quasiment, en fait, je travaillais à Bouyaka avec Bertrand Hamar. 11 ans, il n'y a pas eu 11 ans avec Bertrand Hamar, mais j'ai fait du Game One aussi, j'ai fait pas mal de choses. Et il y a eu une période où, pendant plusieurs années, toutes les semaines, en fait, j'étais rédacteur en chef, j'animais les émissions, je m'occupais aussi un peu de la prod. Et je pense aussi, quelque part, tu vois, que les choses qui m'ont amené à YouTube, j'ai été habitué à parler devant une caméra, quoi. Beaucoup, 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 beaucoup. Et quand tu veux faire des vidéos, plus tard, ça aide. Et tu as toujours été à l'aise, parce que quand je t'écoutais parler sur le podcast, je me dis, c'est un gars qui est fort pour parler, etc. Tu as toujours été à l'aise ou c'est un truc que tu as développé? Parce que finalement, le podcast, le truc, c'est que tu passais tellement d'heures à pratiquer que ça construit quasiment plus finalement que de la vidéo, parce que tu vas passer encore plus d'heures. Quoique toi, de ta vidéo, tu en fais quand même beaucoup, tu tournes beaucoup. C'est clair que je sais pas du tout combien il y a eu, enfin combien j'ai fait d'épisodes de podcast, mais franchement, des centaines. Mais justement, d'abord, et c'est pour ça d'ailleurs que c'était moi le host à la base des podcasts, c'est parce que j'avais mon expérience télé. Et j'avais fait de la radio aussi, et donc parmi les gens qui faisaient les podcasts, j'étais celui qui avait déjà le plus l'habitude. Un peu d'expérience. Voilà, et donc après, les autres ils se sont rodés aussi, et je veux dire, ça, il faut faire. Mais moi, j'avais pas de prédisposition particulière. J'ai appris sur le tas, comme tout le monde, mais à force de répéter, en tout cas, ça te gomme, tu sais, l'appréhension de la caméra, etc. Même s'il y a des moments, tu sais, je suis comme tout le monde, il y a des émissions où t'as un super invité, t'as la petite boule au ventre, t'as envie que ce soit bien, etc. Et tu sais, moi, je l'ai toujours, ça. Il y a pas très longtemps, j'ai reçu sur la chaîne, ma chaîne YouTube, Hironobu Sakaguchi, qui est le père des Final Fantasy. Moi, c'est honnêtement grâce au Final Fantasy et Final Fantasy 6 en particulier, que tu vois, j'ai juste là, j'ai tout le temps avec moi. Je casse tout en même temps. Oui, je casse vraiment tout. Mais comme ça, on voit que c'est artisanal. C'est ce jeu-là qui définitivement m'a donné envie de faire ce métier. C'est-à-dire de sortir juste de tes joueurs, et c'est super. Ouais, mais attends, moi j'ai envie d'aller rencontrer les créateurs, j'ai envie de leur parler. C'est Hironobu Sakaguchi, c'est Nobuo Uematsu et que ça. Et donc, quand il y a quelques semaines, je l'ai eu sur la chaîne, je peux te dire, j'étais comme un enfant. Mais à la fois, il y avait une émission à faire, donc j'avais la petite appréhension, et ça s'est super bien passé. C'est un mec extrêmement humain, et c'est top, quoi. Donc, finalement, 2017, pour démarrer YouTube, c'est relativement tard. Si toi, t'es déjà dans le milieu depuis très longtemps. Est-ce que c'était un truc qui te trottait dans la tête depuis un moment, ou est-ce que finalement tu te dis ok, non, c'était juste le pivot logique à ce moment-là, quand tu as quitté Gameblog, tu t'es dit YouTube ça va être pour moi? Je sais que à l'époque sur Gameblog, on a été pas du tout les premiers au monde, évidemment pas du tout, mais en France on a été parmi ceux qui ont essayé de pousser la vidéo assez fortement, et ça une fois de plus je pense que c'est mon expérience télé, des formats par exemple, tu vois, la couverture des salons. Généralement, quand les sites grand public le faisaient, ils faisaient une vidéo récap de la journée. Tu sais, une grande vidéo de 30 minutes, etc. Et moi, j'ai dit, non, on peut le faire, mais c'est beaucoup plus intéressant de faire des petites vidéos plus courtes sur les différents jeux qu'on a vus, les différents temps forts qu'on a pu obtenir, etc. Parce que c'est ça aussi le mode de consommation d'Internet. T'as envie d'avoir une info sur le nouveau Metal Gear, le nouveau PES, le nouveau Horizon, etc. Spécifiquement, un truc d'une demi-heure, c'est trop long. Et donc, ok, ça s'est mis en place. Et on a apporté pas mal de choses, je crois, en vidéo. Et c'est vrai que du coup, j'en ai fait pas mal. Mais une fois de plus, alors moi, vraiment, j'invitais tout le monde à pouvoir en faire. Mais c'est vrai que souvent, c'est moi qui me retrouvais à faire ces vidéos-là. Et donc, la bascule, entre guillemets, elle s'est faite assez naturellement. Mais par contre, elle n'a jamais été imaginée, pensée
En vérité, j'ai des potes qui m'ont dit, mais vas-y, fais YouTube, allez sur YouTube, il faut que tu fasses ta chaîne, etc. Et donc, pour te dire à quel point c'était pas réfléchi, quand j'ai fait, bon, ok, j'ai découvert qu'en fait j'avais déjà une chaîne YouTube qui datait de 2011, tu sais, qui a dû se créer quasi automatiquement quand tu te fais un compte Gmail. Ouais, c'est ça. Et donc dans ma tête, j'ai fait, oh, bah, je vais peut-être l'effacer, tu vois, parce que... mais je l'avais appelé Julien Chiez. Et en fait, j'aime que tous mes réseaux, mon Twitter, mon Facebook, mon Instagram, ma chaîne YouTube, ce soit Julien Chiez, pas Julien underscore ou Chiez underscore ou machin. C'est un truc, voilà. Et je me suis dit, si je l'efface, ça se trouve, ils vont pas vouloir que je le recrée. Et en fait, bon, et de toute manière, comme je m'en servirai pas, je vais juste mettre une vidéo pour dire, bah voilà, c'est fini avec Gameblog, et puis je sais pas ce que je vais faire à l'avenir, on verra bien. Bon, bah peut-être que ce sera un canal où on pourra se retrouver, parce que voilà, je me suis dit, bah, je prendrai peut-être la parole de temps en temps sur un jeu. Et en fait, derrière, je suis parti un petit peu au Japon, parce que j'avais besoin de me ressourcer un peu aussi. J'avais eu pas mal d'événements personnels et professionnels. Il y avait un petit trop-plein à ce moment-là. Et j'ai reçu plein de messages. Et ma femme Carole, quand je suis revenu, m'a dit, attends, il y a l'E3. Vas-y, qui arrive là. Tu veux pas qu'on fasse l'E3 sur nos chaînes YouTube? J'ai fait, bah cette année, j'irai pas, alors que ça fait, je sais pas, 20 ans que j'y allais tous les ans. Donc oui, pourquoi pas? Et en fait, ça a cartonné. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 500 personnes, 1000 personnes qui nous suivent. Et en simultané, il y avait plus de 12 000 personnes. J'ai fait, ah d'accord. Et en fait, bah, c'est comme ça que c'est parti. Mais donc, vraiment, au fil de l'eau. Ok, c'est vraiment intéressant. Et à l'époque, donc aujourd'hui, t'es la plus grosse chaîne qui fait ce que tu fais sur les news jeux vidéo. À l'époque, ça ressemblait à quoi Il y avait des gens qui étaient en place, il y avait des gens qui faisaient des formats différents. Tu te souviens un petit peu de qui était sur place? Ouais, bah, le gaming existe, préexiste à ma chaîne largement évidemment. Hein. Ouais. C'est même sur YouTube, sur Twitch, etc. C'est l'un des topics principaux. Mais c'est vrai que à cette époque-là, en 2017, le jeu vidéo c'était surtout utilisé pour faire des let's play, pour faire des Ouais. émissions où tu t'amusais avec le jeu, où tu montrais le jeu, etc. Mais il n'y avait pas tant l'actualité quotidienne du jeu vidéo. C'est-à-dire avec un rythme que moi j'appelle un rythme, un magazine en fait. C'est-à-dire que moi sur ma chaîne aujourd'hui, tous les jours, je propose, en fonction de l'actualité, bah, une revue de presse, des tests, une critique, un point de vue, un let's play, un suivi de conférence, etc. Des interviews, je fais beaucoup d'interviews d'acteurs de l'industrie parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime et que c'est pas les choses qui font le plus de vues, mais je m'en fiche, c'est pas grave. Moi, et je sais que ça fait plaisir à plein de gens et moi c'est la chose qui m'intéresse, l'une des choses qui m'intéresse le plus, donc je me octroie ce plaisir-là. Et oui, il n'y avait pas cette cadence-là, il n'y avait pas ce rythme-là. Ça a mis un petit peu de temps à arriver, et puis après, il y en a qui ont vu que ça marchait et qui se sont mis dans ce créneau-là, mais c'est tout à fait logique d'une certaine manière. Tu sais, là aujourd'hui, pour en parler avec beaucoup de gens dans l'industrie du jeu vidéo, dans les médias, etc., j'ai l'impression que doucement mais sûrement, on est en train de connaître de nouveau à un moment un peu pivot, comme la presse papier l'a connu avec l'émergence des sites web. Moi, je peux en parler parce que j'étais de la presse papier, c'était l'âge d'or, etc. Ça cartonnait, on vendait plein de magazines, etc. Bon, c'était cool. Et puis, bon, il commençait à y avoir les petits blogs, les petits sites, machin. Ben, on les regardait. Dans Joypad, on avait même une rubrique qui s'appelait Netpad, qui faisait des petits filets sur les news du web, tu vois. C'était un peu, exotique. Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Des petites news, machin. Et puis, bah, mine de rien, le web a grossi et le web a un peu boulotter la presse papier. Il reste encore quelques magazines, mais c'est plus du tout le fast d'antan. Donc moi j'ai connu cette transition-là. Comme je te disais, je suis pas du tout nostalgique. Moi j'aime bien les nouvelles aventures, etc. J'aime bien découvrir. En fait, j'aime beaucoup apprendre. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime porter des pantoufles chez soi, mais pas au bureau. Et dans ma vie professionnelle, le confort, etc., je l'aime bien, comme tout le monde, tu vois, je suis pas un malade mental. Je préfère prendre du plaisir, évidemment, c'est ce qui guide vraiment mes choix. Mais j'aime bien prendre des risques, tester des choses, quitte à se planter. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai eu des échecs dans ma carrière, j'en aurai sûrement d'autres, le moins possible, j'espère. Mais je veux dire, je trouve que ça jalonne aussi. C'est des moments où, potentiellement, tu te remets plus en cause aussi, tu réfléchis, tu te questionnes sur tes forces et tes faiblesses. Comme tout humain, j'ai des forces et j'ai des faiblesses. Le but, c'est, à mon sens, d'essayer au maximum de ne pas réitérer les erreurs.
du passé. Et donc d'en apprendre et de tirer les choses vers le haut. Et donc moi, à chaque fois que j'ai fait des choses, que ce soit dans la presse papier, que ce soit en télé, en radio, sur le web, j'ai essayé d'emmagasiner un maximum d'expérience. Par exemple, tu vois, dans la presse papier, j'adorais aller avec les maquettistes, regarder comment ils faisaient Photoshop. Je suis toujours une bille à Photoshop, hein. Mais je regardais. Aujourd'hui, ça me sert, en fait. Parce que quand tu vois, je fais mes miniatures, mes machins, etc., c'est, avec mes tout petits moyens et mes faibles talents créatifs, mais néanmoins, je sais qu'il y a certains éléments que je tiens de cette époque-là, ou machin. Voilà, les podcasts, bah, c'était mon expérience télé. YouTube, en fait, je trouve que aujourd'hui, c'est un peu la convergence de tout ce que j'ai appris. C'est-à-dire la production, quand j'étais en télé, où je produisais des émissions, enfin, j'aidais à les produire, à gérer des équipes, etc., de plusieurs personnes, des techniciens, des plannings pas simples à gérer. Le web m'a appris aussi la réactivité. C'est pas du tout la même temporalité que la presse magazine, où t'as des bouclages, c'est super intense pendant 3-4 jours. Puis après, t'es quand même, pendant une semaine, t'es là à faire oh, bon, alors le prochain magazine, on va faire quoi et tout. T'as le temps, tu vois, sur un mensuel du moins. YouTube, c'est. Tu vois, t'annonces pas les résultats de la finale de la Coupe du Monde un jour après ou même 5 heures après. Il y a une grosse news jeu vidéo qui tombe. L'une des promesses que je fais avec mes viewers, avec mes abonnés, si je le peux, hein, c'est de couvrir la chose au plus près, au plus chaud, et d'y apporter une analyse, un décryptage, etc. Donc, ouais, je pense que c'est la synthèse de toutes ces expériences et de tous ces apprentissages. Et en fait, j'ai toujours pensé que le moment où tu apprenais plus ou plus trop, c'était le moment où il fallait commencer à imaginer autre chose et bouger. Et voilà. Il y a un point sur lequel je veux te relancer, que tu as mentionné à l'instant et sur lequel tu n'es pas revenu. C'est-à-dire, en parlant aux acteurs de l'industrie, j'ai l'impression qu'on est sur une autre transition, similaire à celle que la presse papier a vécue avec Internet. Et du coup, cette transition, si on est tu la pragmatique, décrirais comment aujourd'hui, depuis maintenant des années, sur chaque couverture de grands événements, de temps forts, les conférences E3, les conférences de présentation de la PS5, des Xbox Series, etc., sur ma chaîne en carreau jus avec Carole, etc., on a toujours été en audience pure plus haut que les gros sites classiques d'actualité de jeux vidéo bien établis. Alors que nous, on est au fin fond de YouTube, on n'a pas d'autoplay, on n'est pas en homepage, etc. Donc c'est quand même des données qui, quand elles se répètent sur plusieurs fois, plusieurs années, etc. Enfin, tu vois, le reveal de la PS5, on avait plus de 100 000 connectés en simultané. Et comme on sait, en plus, qu'on a, avec Carole, on a une audience qui est assez familiale, qui est extrêmement variée, vraiment. J'entends parfois des gens dire ouais, c'est des enfants. Et là, je me marre, véritablement. Non, je dirais même que les plus jeunes sont probablement le segment que j'ai le moins. Le gros des gens qui me suivent ont à peu près mon âge, un petit peu plus jeunes que moi. Le cœur, c'est 25-45 ans, véritablement. Et il y en a des plus âgés. Je pense que c'est des gens, tu vois, qui aussi, pour certains, me connaissent de ces époques-là, hein, de la presse papier, qui ont suivi. Et franchement, alors ça, c'est vraiment un point qui me paraît super important. C'est moi, la reconnaissance que je fais à mes viewers, etc. Parce que aujourd'hui, je suis avec mes petits bambous là, mes petits trucs et voilà. Hein, j'ai pas de grand groupe. Vraiment, j'avance de manière autonome. Parce qu'une fois de plus, c'est forcer ses faiblesses. Et pour répondre à ta question, parce que je me rends compte que je suis encore en train de digresser, c'est des acteurs de l'industrie qui m'en parlent et qui me disent et je le constate, qui me proposent de plus en plus d'exclusivité française. Chose qu'avant, c'était pas le cas, c'était donné aux plus gros sites, etc. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de très grosses exclusivités, des jeux que je peux découvrir en avant-première, des interviews avec des personnalités prestigieuses. Je parlais de Hironobu Sakaguchi, mais je pourrais parler de Hideo Kojima, je pourrais parler de David Cage, je pourrais parler de beaucoup de grands noms qui me font l'amitié et la confiance de venir en exclusivité sur ma chaîne. Donc voilà, ce shift, je le sens, je le vois, et surtout, ça a créé aussi un appel d'air. Et il y a beaucoup de gens qui ont constaté que ah ouais, on pouvait faire l'actualité du jeu vidéo au quotidien comme ça sur YouTube, qui s'y sont mis. Et tu sais ce qui se passe dans un marché. Plus il y a d'acteurs qui se mettent, plus donc il grossit, plus donc les regards se tournent. Ça prend toujours du temps. Il y a de l'inertie évidemment. Hein, la bascule entre le web et la presse papier, elle s'est pas fait en 2 ans ni 3 ans, etc. Mais bon. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans cette période de transition. Il reste des sites éminemment énormes. Hein. Je pense à jeuxvideo.com en France, c'est de loin le plus grand. Mais c'est vrai que
c'est pareil, c'est plus les audiences qui faisaient tous il y a quelques années, là où Twitch, YouTube a vraiment progressé et est devenu aujourd'hui une manière de s'informer sur l'actualité du jeu vidéo tout à fait comprise par les gens. Et donc ça, c'est assez spectaculaire en fait comme idée. C'est l'idée qu'aujourd'hui, toi, tu es quasiment tout seul et tu peux rivaliser avec une entreprise qui, je sais pas combien de personnes travaillent sur jeuxvideo.com. C'est quoi l'ordre d'idée à ton avis? Des centaines. Et si on parle de Des Webedia, des centaines milliers. de personnes. C'est-à-dire que si Ouais. on compte les équipes rédactionnelles, marketing, commercial, technique, etc., beaucoup. Donc c'est assez spectaculaire comme idée. Comment toi tu l'expliques? Est-ce que c'est la force des plateformes comme YouTube et des algorithmes de recommandation, ou est-ce que c'est plutôt la force au fil du temps, les gens gravitent plus vers des personnalités plutôt que vers des marques un peu plus impersonnelles? C'est en tout cas ce qu'ils m'ont dit. Vraiment. Ouais. Parce que moi, j'ai posé la question. Assez rapidement, en fait, la chaîne a connu vraiment un démarrage assez fort. Et ça Mm. n'a cessé de progresser. Tu te souviens combien de temps ça t'a pris d'arriver à 100 000 abonnés sur la chaîne? Je me rappelle plus trop, mais je sais plus trop. Je dirais un an peut-être, ou non, peut-être Ouais. 9 mois, un peu moins d'un an. Mais alors Mm. après, moi, je tiens quand même à préciser, ça reste une niche, hein. L'actualité du jeu vidéo, c'est une niche. Parce que je veux dire, ok, j'ai un peu moins de 600 000 abonnés, les vidéos marchent très bien, etc. J'en suis très content et je remercie infiniment les gens. Enfin, c'est des tout petits chiffres hein, par rapport aux stars de YouTube avec des millions d'abonnés, Ouais. etc. Et je veux dire, je n'ai pas une croissance de stars de YouTube et je me prends pas pour une star de YouTube. Je me suis jamais pris pour une star de quoi que ce soit de toute manière. Moi, j'ai juste la chance, honnêtement, hein, de faire depuis maintenant longtemps ce qui me passionne. Et vraiment, j'en suis reconnaissant infiniment aux gens qui m'ont permis de le faire et qui aujourd'hui me permettent de le faire, c'est-à-dire mes viewers. Mais j'ai pas de moi, ce qui m'importe, c'est de prendre du plaisir. D'ailleurs, je suis assez transparent avec mes viewers. À chaque fois, je leur dis, vous savez, hein, la première personne qui doit prendre du plaisir, vous l'entendez peut-être pas souvent, mais c'est moi. Parce que si je prends pas de plaisir de manière répétée, au bout d'un moment, je n'arriverai pas à vous donner du plaisir. Ça se verra, etc. Je ne sais pas faire la comédie et machin. La plupart des gens qui me rencontrent disent que, bah, en fait, je suis exactement pareil en vrai que derrière l'écran. C'est en vérité, je me dis que c'est le meilleur moyen d'être assez rectiligne en fait, tu vois, de pas se créer un espèce de personnage. Alors parfois il y a des gens qui te créent un personnage à ton insu, voilà, ils inventent des choses, bon, ok, très bien. Mais moi j'essaie d'être ce que je suis avec mes forces et mes faiblesses. Mais ouais, ça a beaucoup changé et les gens bah, me disent, bah oui, on préfère aujourd'hui aller voir, pas tous évidemment, mais un bon nombre, des personnalités, des gens pour avoir leur avis. Mon avis, il est subjectif. Et ça, c'est un truc qui est très compliqué aujourd'hui à bien Mm. réaliser et je trouve qu'il dépasse le cadre de l'actualité du jeu vidéo, mais qui est dans plein de domaines d'actualité, de médias, de presse, etc. Il y a une énorme erreur qui est faite par beaucoup de gens qui disent vous n'êtes pas objectif. Vous, la Ouais. presse, les médias, vous devez être objectif. C'est un scandale, vous n'êtes pas objectif. Alors, je vais pas parler pour tous les domaines, mais dans mon domaine, qui est l'actualité du jeu vidéo, qui est un domaine en plus de divertissement, éminemment de passionné quand même, à la base. Il y a des choses sur lesquelles tu peux être objectif. C'est la technique. Quelle est la taille de cette boîte? Objectivement, tu peux pas inventer si c'est 12, 14 ou 13. Tu prends un truc et tu mesures et machin. Quel est le Mm. poids de la boîte? Est-ce que la console, elle tourne à combien d'images par seconde, etc. Tout ça, ok. Mais après, c'est de l'appréciation artistique, en fait. Est-ce que l'histoire, l'aventure, le graphisme me plaît, ne me plaît pas? Moi, je trouve que bah, ça s'appelle un édito. Et l'édito, c'est subjectif, c'est pétri de la culture de la personne qu'on écoute, etc. Moi, je ne prétends jamais avoir l'avis juste et bon, etc. Mon avis, j'essaye de l'étayer au maximum d'arguments. C'est pour ça que dans tous mes tests, par exemple, je mets toujours les forces et les faiblesses. Même un jeu qui est très bon, tu arrives toujours à trouver des petites faiblesses. Même un jeu qui est très mauvais, tu arrives toujours à trouver des petites qualités. Pour que les gens aient un maximum de vision générale de ce que c'est. Mais après, in fine, c'est mon avis. Et j'invite les gens à les comparer avec d'autres avis et de se forger le leur à la lumière de tout ça. Mais à mon sens, c'est un biais que beaucoup de gens ont, c'est de vouloir Mm. prôner l'objectivité dans des domaines où non. Moi, je vous le dis, c'est faux. Les gens qui vous diront les yeux dans les yeux, je fais un test objectif, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ou alors si tu
j'ai aussi le même commentaire et j'ai remarqué que si tu retires toute la subjectivité, en fait, le test, c'est juste la page Wikipédia, Ouais. quoi. Tu as la date de sortie, la personne qui l'a créé, et c'est à peu près tout. Parce que moi, j'ai un peu le même commentaire, tu vois. Les gens vont me dire sur une vidéo, bah, en fait, t'es pas objectif dans ton analyse. Le truc, c'est que si mon analyse, elle était objective, elle avait aucun point de vue, bah, finalement, j'aurais juste une liste de faits, tu vois, et ce serait une page Wikipédia pas extrêmement intéressante de dire, voilà, ce qui s'est passé, et voilà, il a dit ça, bon, bah, salut les enfants, à la prochaine, quoi. À partir du moment où il y a une analyse, et si les gens viennent te voir, c'est pour avoir un point de vue, sinon ils peuvent aller n'importe où. Et la personne qui a un point de vue, qui est un petit peu différent et qui est subjectif, bah, c'est ça qui va faire que tu es différent et que les gens viennent te voir. Sinon, ils pourraient voir n'importe quelle chaîne YouTube qui raconte les mêmes faits que toi, où les faits ils sont publics et n'importe qui peut aller les trouver, quoi. Bah, je vais te donner un exemple récent qui a fait beaucoup réagir, etc. Moi, je suis un joueur, je joue à énormément de jeux et depuis des années, etc. Ok. Mais du haut de mes 41 ans et maintenant papa, j'ai peut-être perdu un petit peu de dextérité. Et puis, j'ai jamais été le hardcore gamer de dingue en termes de manipulation, etc. Moi, en plus, le genre de jeux que je préfère, c'est plutôt les jeux d'action, aventure, etc. C'est pas les titres les plus frénétiques. Et il y avait un jeu que j'attendais vraiment qui s'appelle Returnal, où c'est des boucles temporelles, etc. C'est un roguelite et tout. J'ai trouvé l'univers incroyable, un peu Alien, Prometheus. Tu vois, c'est sur PS5, les graphismes étaient magnifiques, la DualSense. Bah, tout ça, très objectivement et subjectivement, m'a beaucoup plu. Mais la difficulté du jeu m'a opposé un mur. Mais vraiment. Je n'ai pas réussi. J'y ai joué, Ouais. genre 10 heures, et j'arrivais pas à progresser. Et donc, c'est posé la question à moi, genre, bah, je dis quoi? Genre, je fais mon test en disant, ouais, les graphismes sont vraiment super, hein, l'ambiance est trop géniale, etc. Mais en fait, bah, je sais pas, la durée de vie, je la connais pas, parce que j'ai vraiment pas réussi à aller assez loin à mon sens, etc. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle ce que j'ai appelé un non-test, pour le dire ouvertement. Donc, bah, tout ce que j'ai pu constater, je vous en parle, et ensuite, voilà. Et après, je le twistais en édito en disant, parce que c'est un sujet qui revient de temps en temps et sur lequel je trouve il y a des choses à faire dans cette industrie, l'accessibilité, la difficulté, etc. Et est-ce que, sur ce genre de jeu-là, ça dénaturerait totalement? Est-ce que les développeurs ne peuvent pas imaginer peut-être des moyens innovants, hein, voilà. Et j'arrivais avec certaines propositions, pas uniquement juste des modes de difficulté, mais peut-être un mois après la sortie, proposer des choses, des aides pour des joueurs, machin, pour garder, tu vois, les joueurs les plus hardcore qui veulent leur truc au début, machin, pas de problème. Enfin, bon, pour une partie du public, pas tous évidemment, mais je me suis fait déchirer, mais déchirer complètement. Alors évidemment, ceux qui sont insultants et machin, bon, ça me passe au-dessus, je m'en fiche, voilà. Parce que je trouve que c'est pas une méthode de dire. Mais dans le lot, il y en avait qui avaient des avis qui disaient ouais, mais ça va dénaturer, etc. Et je les ai entendus et franchement, c'était super intéressant. Et en vérité, tu vois, ça a pu faire évoluer même ma perception de mon postulat initial et c'est ça qui est très intéressant. Mais voilà, moi, ce que je fais, c'est j'expose des avis et je sais que dans le monde du jeu vidéo, où c'est très réactif, où il y a vraiment des communautés très fortes, où il peut y avoir de véritables clivages, parfois, à mon sens un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, entre les différentes consoles, machin, l'appartenance un peu PSGOM, tu vois. C'est pour ça que moi je parle plus de match que de guerre, mais c'est vrai que pour certains c'est un peu vindicatif, quoi. Et bah, comme moi, ça fait 25 ans que je donne des avis, et bah forcément, t'as des gens qui apprécient, t'as des gens qui aiment pas, mais bon, bah pour autant, moi je vais continuer à donner mon avis, hein, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui m'écoutent. Et il y a un point là qui est important en termes de performance sur YouTube, c'est qu'en fait, une vidéo comme ça qui va être méga controversée va généralement mieux marcher et booster plus ta chaîne qu'une vidéo où tu aurais dit en fait ce que tout le monde dit sur le jeu. Parce que tout d'un coup, il y a une raison pour les gens de venir te voir, puisqu'ils sont contents, ils sont pas contents. Il y a une raison pour engager. Et on sait que les gens qui sont pas contents commentent beaucoup plus bon que les gens qui sont contents. Donc ils boostent, donc ils boostent ta vidéo à fond. Donc tu vois, ouais, je me dis, moi j'ai un auteur de mes scripts, il me met des trucs et il me met en commentaire. J'ai mis ça pour que les gens réagissent. Et il y a des trucs débiles. L'autre jour, il a mis, on l'a pas gardé, mais en gros, il avait mis si tu viens acheter une chocolatine chez ton boulanger. Parce qu'il sait que si tu mets chocolatine dans ta vidéo, je vais dire mais non, ça s'appelle un pain en chocolat. Tu vois, tu peux créer, tu peux créer des trucs incroyables sur YouTube. Et finalement, c'est ça aussi qui va vraiment faire qu'une vidéo fonctionne parce que je t'assure, il y a que par exemple dans de l'exemple la que je t'ai controverse. donné là et tout, Ouais. moi mon but c'était pas ça. Et en vérité, Non, c'est mais rarement le cas. Moi mon but c'est d'exprimer une opinion. Et en vrai, hein, je pensais pas. Alors je sais qu'il y a une frange hardcore des joueurs. c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible. Ok, c'est vrai. Mais bon, moi j'ai toujours été comme ça en fait.
Et je pense que pour ceux qui justement me suivent depuis un bon bout de temps, je suis quelqu'un d'assez rectiligne quand même. C'est-à-dire je ne louvoie pas tant que ça. Je vais droit machin. Et donc quand j'ai des convictions, j'aime bien les défendre. Et je m'en contrefiche qu'il y ait des gens qui soient là, espèce de gros nul, machin, etc. et tout. C'est... je les trouve un peu tristes en vérité parce que quelque part je trouve qu'ils s'humilient plus qu'autre chose quand t'as du dénigrement, quand t'as du vomi verbal, quand t'as de la répétition surtout, tu vois, genre tous les jours, venir voir un truc que tu sais que t'aimes pas ou une personne que t'aimes pas. Moi je trouve un côté fascinant, mais je pense qu'un jour ils se retourneront sur leur vie, ils diront waouh, tout ce temps que j'aurais pu mettre dans faire des trucs cool, dommage. Et ça c'est pas mon problème. Ouais. C'est un sujet assez intéressant le niveau d'identité que les gens peuvent mettre dans leurs jeux vidéo, dans leur console, dans moi je suis un fort, toi t'es un nul. Il y a tout un sujet, moi je pense que je vais probablement en faire une vidéo, tu vois, c'est incroyable du niveau d'investissement émotionnel que les gens peuvent avoir. Et l'idée qu'une partie de ce que eux ils en retirent, c'est de se définir en tant que personne et de pouvoir aussi du coup se poser en opposition par rapport à d'autres. Ou au final, si tu prends un temps de recul, tu vois, pour les gens qui sont pas dans l'industrie, ils se disent bah qu'est-ce que tu me racontes, c'est tout ça, une boîte que tu branches à ta télé, c'est la même chose. Enfin, la différence elle n'est pas flagrante pour la personne random, mais c'est souvent les gens en fait qui sont les plus proches qui vont se focaliser sur la petite différence qu'ils ont entre eux. Et c'est comme si tu avais des fanboys de Netflix et des fanboys de Amazon Prime, tu vois, genre ça serait assez particulier. Sur Amazon Prime, il y a plus de trucs, vraiment, Netflix, c'est trop des nazes, machin, Disney+, moi je suis la troisième tendance, attends, machin. Bon, ça arrivera peut-être un jour, cela dit, parce que t'en as pour Samsung, Apple et compagnie. T'as plein de... Il y a des gens, ils se sentent exister, tu vois, en défendant leur chapelle de fou comme ça, mais bon. Ouais, c'est assez drôle comme analogie, c'est vrai que vu comme ça, c'est assez particulier, mais du coup, ça donne ce côté... Je pense que ça joue aussi, tu vois, je pense que c'est un peu le revers de la pièce de tout ce que tu disais sur le côté passion, c'est-à-dire que les gens, ils ont grandi avec, ils ont investi tellement d'énergie et d'émotion dedans, que pour une partie des gens, bah, ça devient une partie importante de la manière, tu vois, d'où ils font sens du monde et ils investissent beaucoup ils investissent beaucoup d'eux-mêmes en fait, et donc du coup quand tu investis de toi dans quelque chose et que quelqu'un te dit c'est pas bien ou en fait non l'autre c'est mieux, et donc du coup il est en train de te dire bah non toute ta vie t'as été fan de Nintendo, bah en fait t'es nul parce qu'il fallait être fan de Xbox, tu vois, et tout d'un coup t'es en train d'insulter la personne et tout ce qu'il a construit dans sa vie. Et je pense que c'est ce qui fait, c'est assez frappant, tu vois, le jeu vidéo du niveau il y a un peu le même truc dans les films mais pas tout à fait au même niveau, tu vois, il n'y a pas autant d'églises et de je te dis, pour moi, c'est le sport. Comme ça. La meilleure comparaison, c'est PSG. C'est vrai, le sport. C'est Inter de Milan AC. C'est les rivalités presque, tu vois, qui se transmettent familialement, machin. Genre, toi, t'es pour tel club. C'est vrai que là, c'est encore... Il y a une espèce de folklore comme ça que je trouve, à partir du moment où ça reste dans le cadre, machin, plutôt cool, en vérité. Tu vois c'est quand ça devient excessif. Ça rend le comme truc tout, plus kiffant, finalement. Pardon ? Tu vois, ça donne du sens au match. Il y a une histoire derrière, il y a un enjeu qui est plus que on va jouer, au final, il y a un gagnant. Il y a un côté... Et tu sais, moi je suis pas de ceux... Il y a des gens qui voudraient, là c'est un peu la nouvelle tendance, genre... alors il n'y a pas de guerre de console, il n'y a même pas de rivalité, il n'y a rien, en fait tout le monde s'aime bien, etc. C'est pas vrai. Moi je trouve que, oui, alors le terme guerre des consoles est peut-être un peu désuet aujourd'hui. Tu vois, je te disais, à titre personnel, j'utilise depuis un bon bout de temps maintenant plutôt le terme match, qui représente mieux ça. Mais évidemment que PlayStation, Sony a envie d'être leader du marché. Évidemment que Microsoft, Xbox, ils ont envie d'être leader du marché. Évidemment que publiquement, ils sont un peu genre machin, mais que bon, ils essaient quand même de tirer la couverture et de jouer avec leurs armes, etc. Chacun. Voilà, mais on peut le faire. C'est une rivalité, c'est du business quand même derrière. C'est pas juste le monde des bisounours, etc. C'est, une fois de plus, c'est quand ça devient excessif et tout. Mais d'ailleurs, en vérité, les constructeurs le disent assez souvent. Je crois que Phil Spencer l'a même dit assez ouvertement. Phil Spencer, c'est le boss de Xbox. Il dit le pire, c'est les fanboys. Parce que eux, en fait, ils vont l'étape d'après, quoi. C'est-à-dire que tu peux soutenir ta marque, trouver que la Xbox c'est super, la PlayStation c'est super, la Nintendo c'est super, ce que tu veux, quoi. Préférer, tu vois. On a tous des préférences. Mais quand tu veux, en fait, ton plaisir, c'est que celui d'à côté, il échoue, ou il va pas bien, ou il est moqué, ou machin, là par contre, là c'est pernicieux. Ouais. Je me demande d'ailleurs, tu parlais du PSG, je me demande si ça va être un truc générationnel. Je me demande si les enfants qui grandissent aujourd'hui dans une famille PlayStation, ils vont grandir étant fans de PlayStation. Si ça va finir Roméo et Juliette, quoi. Mon fils, tu es PlayStation, ma fille, tu es Xbox, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas être ensemble, ça ne peut pas marcher. Non. On n'a pas assez de port HDMI sur la télé, désolé les gars, c'est pas possible.
Euh, je veux revenir pour faire une transition un peu abrupte sur un élément dont tu as parlé tout à l'heure, mais sur ton rythme de travail. Je crois que tu t'as déjà vu ma chaîne et tu connais mon rythme qui est assez posé. Toi, tu publies des vidéos, parfois tu publies plusieurs vidéos par jour. Comment tu t'organises? Eh ben, on en vient à ce que je te disais tout à l'heure, à savoir l'expérience là vraiment de la télé et du web quand j'étais rédacteur en chef, etc. Où j'ai appris à faire des plannings, à organiser les équipes, à essayer d'optimiser vraiment la production en fait, de trouver des méthodes qui te permettent d'améliorer ta productivité aussi. On parle aussi là de travail, donc il y a de ça. Si je devais recommencer tout à zéro à chaque fois, remettre tout mon setup et machin, non, c'est pas possible, j'arriverais pas à avoir cette cadence-là. Donc il y a des choses, et je le vois souvent sur ta chaîne, t'en parles aussi de ces gains de productivité, ou quand tu fais des vidéos bilan sur je voulais te faire tant de vidéos, j'ai essayé de faire ci, machin, et voilà. C'est super intéressant, je pense que tous sur YouTube, à partir du moment où tu le fais vraiment comme ton métier, tu réfléchis aussi un petit peu sur ce genre de choses-là. Après, moi, j'ai vraiment, je pense, apporté ça, c'est-à-dire ce côté c'est l'actualité. Et l'actualité, moi, je ne la maîtrise pas. C'est-à-dire que je suis dépendant de ce qui se passe. Par contre, quand ça tombe, je me dois d'être assez réactif et donc d'avoir préparé un petit peu une base qui va me permettre de bien réagir, etc., d'analyser. Je prends toujours ce petit temps de recul pour pouvoir étayer un petit peu mes points, etc. Donc, bon, et puis c'est une gymnastique, et une gymnastique où il y a des jours ça se passe bien, et puis il y a des jours c'est la cata, hein, je ne le cache pas, parce que les gens ne voient que les bonnes prises, mais comme toi je pense, il y a des moments où tu fais, mais c'est pas vrai, je n'y arriverai pas, je ne peux pas, je bug, ouais, et puis là avec cette période quand même de confinement, etc., et j'ai un bébé en bas âge, que du coup on a dû garder beaucoup à la maison. Ça a été vraiment un équilibre de s'occuper d'un enfant, préparer les choses. Donc il y a eu une espèce de course de relais avec Carole, ma femme, etc. Enfin, toute une organisation. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu dans ces trucs-là, un peu tac, qu'il y a une excitation d'essayer de trouver les meilleures manières de s'en sortir. Et voilà, bah écoute, ça n'a pas trop mal marché au final. Du coup, c'est quoi le cycle de production d'une vidéo? C'est-à-dire, tu te lèves le matin. Tu fais quoi? Tu lis les news? Je lis les news. Tu commences sur quoi? En vérité, H24. Ouais. Mais quand je dis H24, c'est H24. Ça veut dire que... Et si tu trouves un truc intéressant, tu le mets quelque Voilà. part? Tu as un document Exactement, particulier? ouais. Je me stocke des trucs, machin. Ce qui fait que, généralement, je suis debout à 6h du mat, quoi. Et je finis rarement avant 20h, 21h. Hein, et toute la journée, globalement, est passée entre... Alors après, chaque jour a sa vérité absolue, mais dans la régularité, globalement... je vais tourner une première vidéo, après je vais commencer à dépiler un peu, répondre à des mails, checker un peu les plannings, s'il y a des invités, commencer à préparer les questions, si j'ai un test à faire, jouer au jeu, etc. Enfin, voilà, souvent les tests par exemple, je joue hors horaire de boulot, c'est-à-dire le soir tard, à 22h, je ne cache pas quelle heure du matin, et tout, parce que sinon en fait ça rentre pas, tout simplement, parce que... j'ai pas d'équipe, tu vois, de 4 personnes qui vont faire chacun un test et machin. Et à la fois, c'est ce que les gens viennent chercher sur une chaîne qui porte le nom d'une personne, tu vois. Donc, quelque part, je le comprends. Mais oui, par exemple, le bistrot du jeu vidéo, qui est un format qui est très apprécié, qui est un format de revue de presse, en fait, quotidien, un récap de l'actualité, généralement c'est 5 news, etc. Je vais essayer de sélectionner dans les 24 dernières heures les 5 news qui me paraissent les plus importantes, les plus impactantes, les plus intéressantes pour les gens qui me suivent, pour moi, etc. Ça, en fait, on va dire que le tournage, à proprement parler, tournage, montage, réalisation et tout, c'est rarement moins de 3-4 heures, hein, à peu près. Mais il faut compter toutes les micro-minutes avant de checker, regarder, passer un coup de fil, machin, et puis au final, de peut-être 12 news, en garder 5, 6, se dire, aujourd'hui il y en a un peu plus parce que quand même là c'est dense, etc. quoi. Donc, il y a aucune, sauf rares exceptions, vidéos qui se font paf, c'est facile, tac. Ou si c'était facile, j'invite tous les gens à le faire, hein, vraiment, allez-y, let's go les gars, éclatez-vous. Et généralement, du coup, les vidéos, tu les fais dans la journée, quoi. Tu t'es pas sur un processus extrêmement long. T'es là, t'as un bloc de 3-4 heures, tu fais la vidéo et à la fin, quoi, elle sort, tu fais le montage toi-même?
Ah, Ok. je fais tout, à de rares exceptions, Ouais. mais genre très rares exceptions. Mais les montages, par exemple, c'est moi qui fais tout moi-même. Ok. Les miniatures, Carole m'aide aussi un petit peu, parce qu'elle touche bien ça, elle aime bien ça, et elle le fait plutôt chouette. Euh, Ça dépend en fait. Les vidéos d'actu, c'est du show. Je peux pas les garder en fait. Tu Ouais. vois, le truc qui tombe, je vais pas dire, Ouais. ouais alors attends, celle-là, gros planning, je la mets dans 2 jours. Non. Et, Ouais. et parfois d'ailleurs, c'est un peu frustrant parce que tu avais prévu une grosse vidéo, puis il y a un truc d'actu qui tombe et entre guillemets, ça amoindrit peut-être sa visibilité de celle que tu venais juste de mettre. Mais oui, mais je suis obligé de le faire parce que Ouais. voilà. Par contre, il y a des vidéos plus intemporelles, genre des interviews, des rencontres, machin, ou là, ou bien des tests sur lesquels tu sais on a des NDA, c'est-à-dire Ouais. qu'on reçoit souvent les Mm. jeux en avance pour avoir le temps justement d'y jouer, de se forger un avis, et on a genre vous pouvez, mais c'est tous les médias pareils, internationaux, hein, donner votre avis. Ça ne veut pas dire genre il faut que vous disiez ça, mais c'est juste vous pouvez donner votre avis. Je sais pas, le mardi à 16h. Donc tu sais que tu as cette deadline-là, et donc, à toi de t'organiser dans le laps de temps pour jouer au jeu, faire tes captures, faire ton montage, écrire ton texte, le tourner, etc. quoi. Parfois, ça s'est Ouais. joué à pas grand-chose. Hein. Pour la sortir à la deadline, Ouais. c'est ça? Et puis Ouais. surtout, tu dois connaître ça aussi, mais parfois, l'encodage YouTube, il fait des choses cheloues. Et parfois, ça va super vite. Ouais. Puis parfois, t'es là, puis tu fais, ça fait 3 heures quand même là, non? Parce que là, maintenant, ça se rapproche, je pensais être bien, mais je suis plus si bien là. Parfois, c'est bizarre. Du coup, t'as aucune équipe avec toi? Tu fais tout Ouais. toi-même? En fait, si, j'ai des gens avec qui je bosse, en l'occurrence, par exemple, Captain Ichiro, mais c'est pour ma chaîne secondaire. J'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Jeux Vidéo Flash, dans lequel, en fait, pour ne pas inonder ma chaîne principale, parce que je trouve que c'est pas l'idée que j'en avais, peut-être que ça évoluera à terme, mais pour l'instant, c'est pas l'idée que j'en ai, de mettre les meilleurs trailers, parce qu'on avait beaucoup de demandes de gens qui veulent les bandes annonces, les trailers de jeux, etc. Donc on a Mm. créé ça, mais il y avait beaucoup de gens aussi qui demandaient, par exemple, tu vois, sur le bistrot du jeu vidéo, d'avoir les news, mais au format séparé. Pas 10-15 minutes de trucs. Moi, je veux juste la news. Ah, bah, il y a peut-être Dead Space qui va sortir, va être annoncé, le nouveau, etc. Tac, je veux juste ça. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Jeux Vidéo Flash. Parce que du coup, bah, c'est des formats beaucoup plus courts. Et là, ça se retrouve là-dessus. Et là, je travaille avec Captain Ichiro, à qui je fais un petit coucou, qui assure Grab. Voilà, sur cette aventure-là. Et puis Mm. après, on a aussi la team des modos, etc. Donc en fait, il y a quand même des gens, mais on va dire que sur ma chaîne principale personnelle, Julien Chiez, ce que vous voyez, c'est homemade. Et ça aurait pas du sens pour toi d'avoir une personne pour t'aider sur le montage, par exemple? C'est typiquement un truc que les youtubeurs réussissent à avoir de l'aide dessus. C'est un truc qui prend beaucoup de temps. Ça aurait pas du sens? Pourquoi est-ce que tu l'as pas fait? Est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu ne veux pas le faire? Stan, si tu savais à quel point ça fait des années que je me pose ce genre de questions. Ouais, Vraiment, je le tourne dans tous les sens. ouais, Il y a peut-être des choses qui arriveront à terme, ok, mais ma grande problématique aujourd'hui, c'est justement cette problématique de réactivité. Et pour être en courroie de transmission la plus directe par rapport ouais, à la latence, un fait d'actualité arrive, tu le découvres, tu l'analyses, tu écris ton petit texte quand même, parce que voilà, tu montes le... Bon, si tu rajoutes un ouais, intermédiaire, c'est-à-dire je finis mon truc, je prends mon truc, je fais un oui transfert, hop, j'attends, je prends mon téléphone, je fais alors attends, pour le montage, j'aimerais que tu me mettes ci, que tu me mettes ça, que bidule, le truc revient, je ouais, fais ah merde, parce que ça peut arriver, ah merde, attends, je préférais ouais, que tu mettes... tu vois tout le temps qu'on perd, ouais. et en fait, Hmm, bah le gain il est intéressant. pas Ouais, et tu le sais très bien, regarde les chaînes d'information en continu, les radios, France Inter, machin. Quand il y a un fait d'actualité fort, si tu n'analyses 4 heures après, si tu l'as déjà vu avant, si tu as déjà eu l'information, alors il y aura des gens qui viendront, hein, ouais, mais ouais, la fraîcheur est quand même un élément important dans la news, ouais. pas dans l'interview, pas dans le reportage, pas forcément dans un test, hein, mais dans la news, dans la breaking news, un peu quand même. Hmm. Euh, Ceci étant dit, ouais, c'est intéressant. J'avais jamais pas vu ça comme ça. Ceci étant dit, je pense que, à mon avis, tu trouveras une solution. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu as bossé pas mal sur les process de Mhm. production. En gros, là, il faut que tu aies. Le principal problème, c'est de se roder en fait avec les gens. Au départ, tu prends des gens et tu te dis, pff, ça prend plus de temps de faire des retours à cette personne que de le Ouais. faire moi-même. Mais le but, c'est que la personne puisse être rodée sur ta manière de réfléchir, tes process, et que tu puisses trouver un moyen. Parce que après, peut-être que tu as une force de travail, etc. Mais le rythme que tu as semble assez intense, tu Mhm. vois, surtout avec un enfant en bas âge à la maison. Et c'est vrai que tout d'un coup, tu retires le montage, c'est un poids significatif, tu vois, qui peut être retiré. C'est un bloc un petit peu. C'est compliqué de. Tu peux pas vraiment avoir une personne d'autre qui enregistre.
avoir une personne qui écrit, c'est compliqué, tu vois. Mais le montage, c'est un bloc continu qui peut être séparé. Mais il y a plein de choses. Et puis si tu veux publier plus, tu vois. T'as complètement, mais t'as 100% raison. Ouais, en vrai, hein, je l'ai bien en tête. Bon, il y a beaucoup de choses qui auraient pu se passer l'année dernière, en 2020, mais avec toute la pandémie, la crise, il y a beaucoup de plans qui ont été un peu mis par terre. Il y en a certains, du coup, que j'ai complètement reconsidérés. Tu vois, je dirais même qu'il y a des organisations un peu à l'ancienne, mais c'est pas péjoratif, hein, les gens travaillent tous au même endroit, tous ensemble, etc. Ce qui permet là encore de juste avoir à se tourner et faire au fait, machin, ce qui est beaucoup plus rapide que et je te fais un Skype et machin, et tu m'as entendu, alors attends, au fait, attends, il me répond pas, je sais pas pourquoi, tu vois, ce genre de choses-là. Je pense qu'il y a des choses qui vont arriver, mais sur d'autres styles de format, d'autres choses, etc. Clairement, je te le dis, mais la chaîne ne ressemble pas exactement à la même qu'au tout début. Et dans les années à venir, elle évoluera encore. Parce que sinon, je me lasserai moi-même. Tu vois c'est ce que je t'exprimais. Et donc, comme j'ai pas envie de me lasser, par contre, je ne sais absolument pas ce que je ferai dans 2 ans, hein, ou dans 3 ans. Toi, même en est conscient en tant que créateur de contenu, nous sommes dépendants quand même d'une plateforme, YouTube, qui du jour au lendemain peut changer les algorithmes, sur lequel tout peut changer, etc. Tu peux être haut, devenir bas, moyen, petit, machin, plus du tout être en phase. Tu peux avoir un problème personnel qui fait que tu n'arrives pas à tenir cette cadence. Il y a plein de raisons qui... Tu vois, les gens, ils prennent beaucoup de choses pour acquises. Et moi, ce que, entre guillemets, mon expérience m'a apprise, c'est que non, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et qu'il faut faire très attention et que il faut profiter des moments où ça va, en être conscient et travailler à ce qu'à l'avenir ils puissent perdurer ou les réinventer bien. Une fois de plus, hein, si tu crois que t'es arrivé, t'es foutu. Si aujourd'hui je me dis, hey, ça marche bien, ouais, il y a plein de vues et machin, super, je suis foutu. Et donc, fais-moi confiance, et ceux qui m'écoutent, c'est pas du tout ce que je me dis, bien au contraire. Donc c'est un process. Tu as écrit un livre sur un qui s'appelle AHL. Je voudrais que tu parles de qui est ce monsieur et pourquoi est-ce que tu as été inspiré d'écrire un livre sur lui. AHL, je ne mets pas son petit mot, mais il est là, effectivement. Et ben, dans la même idée que ce que j'exprimais tout à l'heure, qui était la reconnaissance avec mes viewers, AHL, donc Alain Hugues Lacour, c'est la personne qui m'a inspiré et qui m'a donné envie de faire ce métier. C'était le rédacteur en chef de Joypad à une époque, de Console Plus à une autre époque, etc. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à ce média de l'actualité du jeu vidéo en France. C'est quelqu'un qui a eu 2 vies. Et c'est ça qu'on voit vraiment dans le livre. Les gens le connaissent sur sa facette jeu vidéo, mais en fait, la moitié de sa carrière, ça a été dans la musique. Il a travaillé avec Demis Roussos, il a travaillé avec Ennio Morricone, il a travaillé avec vraiment des grands noms. Il avait un groupe de musique aussi, il a croisé Johnny Hallyday. Il y a des petites anecdotes assez croustillantes d'ailleurs à ce sujet. Donc c'est quelqu'un qui vient d'une autre industrie et qui a apporté un petit aspect de cela. Par exemple, c'est le premier qui a fait des trombinoscopes et qui a quelque part un peu mis en avant les rédacteurs. Où avant, ça n'existait pas vraiment. Et du coup, créer des personnalités. Et en fait, l'époque de la presse papier de ce moment-là, Joypad, Console Plus, des années 90, on va dire tout début des années 2000, moi, ça me rappelle un peu l'époque des youtubeurs d'aujourd'hui, en vrai. Ou Twitchers, enfin, en tout cas des personnalités médias. Parce que, en fait, on suivait un magazine, mais on suivait aussi une personnalité. On savait qui y avait derrière la signature, et chacun avait un style assez singulier parfois. Hein. Il y avait des rédacteurs que t'aimais bien, des rédacteurs que t'aimais moins bien. Il y avait des petites rivalités aussi gentillettes entre les différents magazines, qui parfois dans les éditos, dans les courriers des lecteurs, s'envoyaient des petits trucs, etc. Il y avait une espèce de bouillonnement comme ça, qui à un moment a été complètement lissé, aseptisé. Il y avait même plus de signature en bas des articles. Je sais pas qui écrit. Alors bon, ok, tu vois. Et lui, il a apporté ça. Et donc, j'ai eu la chance de rentrer dans ce métier. J'ai eu la chance, des années après, de le rencontrer. J'ai eu la chance, dès que j'ai pu,
tu vois, à l'époque de Gameblog, c'est de le contacter et lui dire « Ah, HL, tu veux pas qu'on travaille ensemble ?» Parce que lui, il était à la retraite à ce moment-là. Tu veux pas revenir, vas-y, parce que je l'avais invité avec le reste de l'équipe pour un podcast, justement. Moi, j'étais comme un fou, quoi. Et je lui ai dit, derrière ça, je lui ai fait, attends, Alain, vas-y, toi, tu continues à jouer, on est d'accord, bon. Il a du bagou, il a de la gouaille, etc. Boum. Et au fur et à mesure, aussi, il y a une amitié qui est née, et voilà, c'est devenu quelqu'un qui est devenu proche. Et donc, un jour, je lui ai proposé, et puis on faisait des émissions ensemble, et on parlait beaucoup, beaucoup en off. Et il me racontait sa vie. Et c'est un peu ce que je te disais sur le monde de la musique, ce que tout le monde ne connaît pas. Et je faisais, Alain, c'est romanesque. C'est romanesque. T'as eu 2 vies. C'est un truc de fou. Et un jour, j'ai fait, tu veux pas qu'on... Ça te dirait quand même on pose ça sur papier. J'écris ta bio. Il m'a fait, j'ai fait, attends, vas-y, fais-moi confiance et tout. Et boum, ça y est, c'est parti. Son mariage, c'est la première télé-réalité de France. Parce que c'est une époque, années 70, beatnik et compagnie, ouais. Son mariage a été télévisé, en direct. C'était le premier mariage télévisé en France. Non mais il y a des anecdotes de fou, de fou. Ce mec a plusieurs vies, et vraiment il est génial, et donc encore aujourd'hui, il est fréquemment sur la chaîne, etc. Et donc pour moi, c'était une manière aussi de le remercier, de lui témoigner mon affection et de laisser une trace tangible aussi de ce qu'il a apporté, je trouve, à ce média, et que les gens apprennent à mieux le connaître d'une certaine manière. Moi, quand j'aime les gens, je leur dis et je leur montre, et voilà. On a beaucoup parlé du jeu vidéo et de la passion. C'est une question un peu étrange, mais aujourd'hui, tu vois, toi, t'as ta chaîne YouTube, t'es papa, t'as plein de choses à faire, t'es occupé. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, le jeu vidéo, tu vois, en dehors du boulot? Qu'est-ce que ça t'apporte d'un point de vue personnel? À quoi est-ce que tu penses que ça sert dans la vie des gens si, comme tu dis, il y a encore des gens qui ont entre 25 et 45 ans, qui continuent à jouer, qui continuent à te suivre, qui continuent à vivre cette idée-là? À ton avis, qu'est-ce qu'ils en tirent et qu'est-ce que toi t'en tires d'un point de vue personnel? Premièrement, je dirais que, et moi c'est ce qui me fascine encore aujourd'hui, et ce qui me permet de ne pas être lassé ou pas être blasé, je trouve que c'est l'industrie qui se renouvelle le plus. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Il y a des cycles de nouvelles machines. Ces nouvelles machines apportent de nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies permettent d'avoir des jeux toujours plus spectaculaires, toujours plus immersifs. Le média du jeu vidéo n'a cessé de croître et donc intègre des personnalités différentes. Cette différence permet d'avoir aussi des jeux sur la scène indé, par exemple, extrêmement singuliers, séduisants, on les aime ou on les aime pas, tu vois, là c'est vraiment purement subjectif, mais voilà, ça apporte cette palette, cette coloration-là que je trouve vraiment géniale. Donc déjà, il y a ça. Et puis ensuite, vraiment, à titre personnel de joueur, moi j'aime m'immerger dans ces mondes-là, quoi. C'est vraiment une respiration. C'est pour ça que moi, je suis plutôt, clairement, hein, ça je l'ai jamais caché, mais c'est plutôt les jeux action, aventure, narration qui me plaisent. Parce que moi, ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est qu'on me raconte une histoire. J'aime plonger, être le personnage là d'une histoire qui me dépasse. Moi, par exemple, moi je suis un joueur assez contemplatif et lent. C'est-à-dire, je fais beaucoup de mouvements avec ma petite caméra. Genre, tu vois, dans un God of War, par exemple, tu vois, on est dans les cavernes, je regarde, c'est magnifique. Je suis le genre de mec qui va aller se mettre contre une texture et la regarder et faire « c'est quand même très joli » et tout, tu vois. Apprécier le travail des développeurs, tu vois, dans un Last of Us, tu rentres dans une pièce, t'as une bibliothèque, t'as des bouquins, machin, je vais aller regarder les différents bouquins, je vais essayer de regarder et tout, voir peut-être les petits clins d'œil, des choses, machin, pour comprendre l'histoire, la méta-histoire, qu'est-ce qui a pu se passer avant, qu'est-ce que les développeurs ont voulu nous mettre comme élément et tout ça. Donc ça, c'est plutôt ma typologie de jeu. Et quand je suis là-dedans, pour les meilleurs jeux, et je trouve vraiment... Je ne fais pas partie de ceux qui disent « c'était mieux avant ». Avant, c'était super. J'ai des souvenirs incroyables de la Super Nintendo, de la NES, de la Mega Drive et tout, même si moi j'ai été plutôt Nintendo. J'ai des souvenirs incroyables. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on a des valeurs de production qui sont stellaires, et les meilleurs jeux, tu vois, je pense à un The Last of Us Part 2 par exemple, émotionnellement, ce que ça m'a fait ressentir, la trace que ça m'a laissé, tu vois, c'est ça qui m'importe vraiment. Par exemple, tu vois, je pourrais très bien dire du bien d'un jeu qui a des faiblesses à partir du moment où, plusieurs jours après l'avoir fini, le jeu il vit en moi, tu vois, il est là, il est présent. Je pense par exemple à Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, c'est un jeu qui a eu un développement extrêmement chaotique, ça se ressent vraiment dans le jeu, il y a plein de carences, etc. Pas de problème.
Ouais, mais cette aventure avec ces mecs-là, ce groupe de potes, ces derniers plans, cette conclusion, elle m'a donné des frissons. Enfin, vraiment, j'ai pas parlé pendant plusieurs minutes après, j'y réfléchissais, on en parlait avec des potes, machin. Enfin, voilà, bah, moi, ces jeux qui me transportent, qui me font vibrer à l'image d'un bon livre ou d'un bon film, c'est ça que je recherche. Et j'en trouve toujours très régulièrement, donc je suis super ravi. Et il y a plein de jeux que j'attends, et donc bah, je kiffe en fait. Je prends du plaisir, tout simplement. Et tu continues à avoir ce même niveau de passion, je sais pas, pour les films, par exemple, pour un truc comme ça. Moi, par contre, j'ai l'impression qu'il y avait une époque où les séries télé, c'était le truc le plus cool au monde. Mm. Ah oui, les séries télé, c'est cool. Mais toi, il y avait une époque où c'était, je sais pas, c'était une partie de ma vie importante, comme on le disait tout à l'heure pour les jeux vidéo. Tu vois, c'était une partie de ma vie où j'avais envie de voir. Mm. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est juste devenu un divertissement. Tu vois. J'ai l'impression que j'ai perdu une partie de la passion que je pouvais avoir. Probablement pas de la faute des séries, tu vois. C'est peut-être moi qui ai vieilli et qui ai plus d'autres choses dans ma vie qui font que finalement j'ai moins de place, tu vois, pour ces éléments-là. Je me demande si toi, et tu vois, le jeu vidéo, il y a un petit peu ce côté-là. Je pense que pour certaines personnes, ça peut devenir un élément qui était pendant une période de ta vie, quand tu étais plus jeune, vachement important et qui reste quelque chose que tu as avec toi, mais tu perds une partie de la passion que tu pouvais avoir. Et toi, ce qui est fou, c'est que cette passion, tu l'as toujours en fait gardée au même niveau, malgré le fait que tu as eu encore probablement plus de temps et tu as joué à plus de jeux que la majorité des gens, vu que tu l'as fait professionnellement et donc forcément, tu as eu l'occasion d'explorer plein de trucs. Et je ne sais pas exactement, ma question est un peu étrange, mais je veux revenir, c'est que pas mal de gens, tu as l'impression qu'au fil du temps, leur passion pour les éléments vont s'estomper. Tu ressens plus les choses de manière aussi intense Mm. que tu ressentais Mm. précédemment. Toi, j'ai l'impression que tu l'as pas vécu avec le jeu vidéo. Je me demande si dans d'autres domaines de ta vie, par exemple, est-ce que les films c'est aussi cool que quand tu avais genre 20 ans, tu vois? Ou est-ce que le jeu vidéo c'est spécial? Bah alors, ce que tu dis, Stan, c'est super intéressant. Et alors, moi, je dirais, c'est peut-être pas la faute des séries, mais c'est la faute du mode de diffusion des séries. Moi, je crois vraiment que, et pourtant, Ouais. c'est ce que je fais, hein, et j'aime bien ça, hein, mais je pense que, en fait, c'est un truc, tu sais, Mm. contre-intuitif. C'est d'ailleurs, Ouais. il faut pas le faire, en fait. Tu veux T'es dire le tenté de le binge faire. watching? Tu te dis que c'est cool. Mais c'est pas- Ouais. exactement. Les séries que tu peux regarder Mm. en une traite, tu les as attendues un an et demi, la saison, il y a 10 épisodes, et en l'espace de 24 heures, t'as tout regardé. Mm. C'est super intense, machin, mais c'est déjà fini. Et t'en parles beaucoup moins avec tes amis, etc. Moi, je me rappelle de Ouais. Lost, par exemple, que j'ai adoré. Pendant des années, avec mes potes, boum, on se retrouvait tous les matins, et on faisait, alors, t'as vu l'épisode? Ah ouais, ah ouais. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on attendait qu'il y en ait deux, trois, et là, on se les matait. Du coup, ça créait encore plus d'attente et machin. Et tu vois, ce que fait Disney Plus me paraît plus intéressant. Et je trouve que, par exemple, avec WandaVision, ils ont eu une hype, et je dirais aussi Game of Thrones, plus forte probablement que si Mm. tout était tombé d'un coup. Tu vois, parce que du coup, t'as le temps d'en parler, t'as le temps de te poser des questions, t'as le temps de réagir, etc. Donc ça, c'est pour l'aspect série. Je suis d'accord avec toi. Il y en a qui m'ont bien plu. Je sais comment elle s'appelle. La série sur la nana qui joue aux échecs. Je ne connais, je me Ah, rappelle plus de son nom, mais j'ai je beaucoup aimé, vois tu vois. exactement de quoi tu parles. Sur Netflix. Sur Netflix, il y a une série, c'est la. Oui, Ouais, Queen Queen's Gambit, Parfait. en Ok. anglais. Et en français, je sais plus. Très, très. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, je trouve qu'il y a encore des séries, machin. Ce que tu dis sur les films, par contre, là, mais je trouve que ça fait très longtemps. Alors, il y a quelques exceptions, je pense, par exemple, à Parasite, que j'ai adoré. Je dirais Mm. Interstellar, qui m'a complètement bluffé, machin. Mais je trouve que je trouve moins mon plaisir au cinéma que par le passé. Et en vérité, alors ça y est, Stan. Vieux con, voilà. C'était mieux Mais avant. quand je revois des bons vieux films, Ouais. Spielberg, Scorsese et compagnie, je trouve Ouais. que c'était mieux, clairement. Alors là, je vais faire mon nostalgique, mais c'était techniquement, tu vois, là par exemple, dernièrement, j'ai regardé Kong versus Godzilla ou Godzilla versus Kong. Alors tu vas me dire, tu savais à quoi t'attendre. Ok, certes, mais je trouve qu'on peut faire des bons films de monstres. Tu vois, Jurassic Ouais. Park par exemple, en vrai c'est un film de monstres. Et il n'est pas parfait, hein, moi j'avais préféré le livre, mais ils font monter la tension et tout. Là c'était magnifique, mais c'est nul. Nul. Il n'y a rien. Il y a une succession de séquences. Et je trouve qu'il y a de plus en Ouais. plus de films où c'est ça. C'est-à-dire c'est une démonstration technique. Les réals, qui font des plans de fou, les images de synthèse, je t'en parle même plus, etc. Mais ça raconte rien. Et ils prennent le temps de rien. Et tu passes d'un truc à l'autre. Et, oh, c'est pas très réaliste. On s'en fout, vas-y, allez, YOLO, prends le popcorn. Et ça me dérange, en fait. Vraiment. Tu vois, un film, par exemple, l'un des derniers films moi, qui m'a bluffé retourner, c'est Le Prestige. Bon, ça commence à remonter un peu. Le Prestige de Nolan, à mon sens, c'est son meilleur film. Ben voilà, là tu vois, ça prend son temps, il y a de l'écriture, etc. Et à la fois artistiquement, c'est magnifique, c'est très bien réel, il y a des très beaux plans, voilà.
Moi, je trouve que, tu vois, les films Marvel et tout, il y en a qui sont très chouettes. Mais, attends, me dites pas, ouais, mais mec, c'est des films de super-héros, donc... Mais Batman, le Batman de Burton, 89, c'est un film de super-héros. Bon, eh bah, une claque, encore, je le regarde une fois par an, au moins, mais magnifique. Donc c'est possible de le faire, et je suis d'accord avec toi, j'ai perdu un peu ma vibe et ma passion cinématographique, parce que je trouve que j'ai pas de produit, de proposition qui m'exalte plus que ça ces derniers temps de fou. Là Ouais. où je trouve que dans le jeu vidéo, non, non, dans le jeu vidéo, je trouve qu'il y a toujours des Parce que trucs le de jeu fou. vidéo se débloque des capacités techniques et développe des trucs qu'il peut faire. Et Hmm. potentiellement aussi, je pense que Hmm. le fait que le marché du jeu vidéo se soit tellement étendu pendant la période où toi tu as été actif fait que maintenant il y a il y a beaucoup plus d'acteurs. Tu parlais du jeu indé, etc. Mais fondamentalement, c'est des trucs qui pouvaient pas exister à une certaine époque. Il y a beaucoup plus d'acteurs qui peuvent exister. Donc il y a plus de gens qui ont une raison d'innover. Là où le cinéma finalement est dominé par quelques studios, mais depuis très longtemps et qui vont vraiment voir le truc. Et potentiellement le fait que ouais, c'est intéressant. Le jeu vidéo se renouvelle et donc du coup, t'as pas l'impression que tu as vu la même chose, mais en mieux. Parce qu'aujourd'hui, finalement, tu te dis, pour aller voir un film et tu te dis, tiens, j'ai jamais vu un film comme ça de ma vie. Finalement, tu as quasiment l'impression que tous les styles de films, ils ont été faits. Donc tu peux avoir un très bon film, je sais pas, de gangster qui va être fait, mais tu vois, tu regardes Irishman, tu dis, voilà, bon, c'est un film de mafieux, quoi. C'était bien, mais c'est un film de mafieux. C'est pas, Hmm. c'est Hmm. pas révolutionnaire. C'est pas ce que tu pourrais avoir. Tu vois, je pense que Ouais, Avatar, l'une des raisons du succès d'Avatar, on va ouais, dire au box-office, etc., c'est au-delà de la création de l'univers et machin, ouais. on aime ou on n'aime pas, si tu veux, mais bon, il était quand même assez différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Bah, il était conjointement avec une Hmm. rupture Ouais. technologique, la 3D. Alors moi, j'ai jamais trop Hmm. aimé ça, les trucs 3D, le fait qu'il n'y ait plus vraiment, je le pleurerais pas. Mais c'est vrai que dans Hmm. ce film-là, c'était quand même bien fait, ça apportait une chose, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été bluffés, et il y avait cette sensation d'immersion. Et ben, en vérité, c'est très Ouais. rare dans le cinéma, tu vois. Enfin, il y a eu Bah, c'était le cas par exemple le avec noir et Jurassic blanc, Park, tu vois. il y a eu Jurassic la Park, c'était couleur. aussi une innovation technologique. Jurassic Park, Ouais, évidemment, bien sûr. Et le jeu vidéo, en fait, bah, réinvente ouais, sa caméra, d'une certaine manière, ou son art, tous les ouais. 6-7 ans. Hmm. Et tu as des ruptures technologiques qui font que, en vérité, hein, j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Mais aujourd'hui, si j'y rejouais, les personnages qui marquent leurs émotions en faisant ça veut dire qu'ils sont pas contents. Les trucs en Ouais. pixels de ouf, tu vois, avec mes Ouais. standards de 2021, bah là, ça va Hmm. vraiment être ma film nostalgique. Mais sinon, bon, c'est Hmm. super daté, quoi. Alors que Jurassic Park, il y a bon, une bonne vingtaine d'années, je pense, facile. Ça va, hein, Hmm. ça passe crème. Hein. Ouais. Les effets spéciaux, ok, ils sont un peu. Enfin, il y a mieux maintenant, mais enfin, ça va, c'est pas ridicule. Donc, Hmm. tu vois, le jeu vidéo a cet avantage-là. Peut-être qu'il Ouais. le perdra un jour. Hein. Peut-être qu'à un moment, le jeu vidéo va devenir aussi très comme le cinéma, dominé par des gros blockbusters, avec moins de créativité. Et ce jour-là, ce sera pas Ouais. très rigolo. Mais on n'y est pas Ouais, c'est encore. drôle. C'est plus difficile, on va dire, de se blaser du jeu vidéo que du cinéma ou des séries. Et d'un autre côté, une fois que tu es arrivé à un certain point, il y a aussi une force nostalgique, tu vois. T'attends les nouveaux Zelda, t'as les deux qui sont à 2000%. T'as la nostalgie de j'ai grandi avec ce truc-là, et t'as l'idée de dire mais attends, ils Mm. vont faire un truc encore plus ouf que la dernière fois, ils vont se réinventer, ça va être génial. Euh, ça en fait un média Bah, vraiment tu vois, ça a été le particulier. cas, hein, Ouais, le dernier Zelda. Toi, t'as- bien t'es sûr, fan de Zelda? Breath of the Wild, Bon, une on, claque. on est d'accord pour dire que pendant des décennies, le meilleur épisode des Zelda, c'était Ocarina of Time. C'est celui justement qui a apporté la fracture, on est passé de la 2D à la 3D. C'est la première fois on pouvait regarder comme ça et tout. Et pendant longtemps, il y a d'autres Zelda qui sont sortis, mais la référence, Ouais, c'était toujours Ocarina of Time. Ah, c'est le meilleur Ocarina. Bah voilà, Breath of the Wild, ouais, ils ont décloisonné le truc. Et là, c'est même plus la référence de Zelda, c'est la référence des ouais, open world. Donc tu vois, et là, il y a la suite qui arrive. ouais. Je croise les doigts. Mais ce que je veux dire, c'est, bah voilà, tu vois, de manière cyclique, boum, une nouvelle pierre à l'édifice, une nouvelle rupture, un nouveau truc, qui Mm. fait que, bah, tu le disais très justement, t'aimes la série et en même temps, t'es surpris, t'es bouleversé. Ouais, C'est trop bien. c'est vraiment J'adore. unique. Euh, Julien, il y a trois questions que je pose à tout le monde pour terminer les épisodes. Et le premier, c'est si tu pouvais revenir Mhm. en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là, il aurait besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'il aurait besoin d'entendre? Bah, je pense, en fait, continue à prendre du plaisir. Continue à prendre du plaisir. Analyse tes erreurs, peut-être plus vite que je ne l'ai pu le faire. Euh,
ne brûle pas les étapes, sois parfois peut-être un peu plus calme. Voilà. Parce que, tu le disais, hein, à juste titre, il y a de la passion, je suis passionné, parfois ça peut être un peu excessif, parfois peut-être il faut savoir souffler, parfois t'as une news, c'est peut-être pas la peine de la faire, voilà, savoir trier peut-être un peu plus, mais globalement, ouais, je dirais, ce que j'essaie de m'imposer toujours, c'est garde ton authenticité, euh, avance, avec respect, avec, avec envie. Garde cette envie-là et transmets-la, et essaye de donner aux gens un maximum de plaisir, comme toi tu en prends, parce que n'oublie pas que c'est grâce à eux Et que tu t'es là. penses qu'il y a des moments où tu as vécu le risque de perdre cette passion, cette authenticité? Je pense qu'il y a eu des moments où j'étais moins heureux dans ce que je faisais, et que donc j'en voulais pas du tout aux jeux vidéo. Parce que j'ai toujours eu ce truc-là qui est, tu sais, ta passion, si elle te pousse à faire des choses qui ne sont pas toi-même, Hmm. tu vas lui en vouloir. Mais sauf qu'en fait, moi, j'ai toujours globalement fait. J'ai eu cette chance quand même. Ça, je le sais. Hein, j'ai eu cette chance. Aujourd'hui, par exemple, tu vois, je teste pas tous les jeux du monde. Hein. Je teste ceux sur lesquels j'ai envie ou qui m'attirent, etc. Et globalement, depuis même l'époque de Joypad, ça a toujours été un peu le cas. Souvent, je venais voir le rédacteur en chef, lui disais, moi, j'aime bien ce jeu, ça serait possible de faire le test? Et parfois c'était oui, parfois c'était non, mais voilà. Euh, ouais, ne jamais en vouloir à sa passion, ce serait trop dommage. Il y aurait trop de choses qui seraient perdues en fait. Donc, non, respectez ça, ouais. Mais oui, après, soyons honnêtes, il y a des jours, et il y a eu des moments dans ma vie, dans ma carrière, plus heureux que d'autres. C'est certain. Et dans un parcours, il y a des hauts et il y a des bas. Hmm. Vraiment. Mais ça, en fait, je suis assez content d'avoir eu des bas. En vrai, rétrospectivement. Sur le moment, jamais, hein, évidemment. Enfin, t'es pas, ouais, super, ça va pas super, génial. Mais ça t'apprend plus de choses que quand tout va bien. Tu sais, c'est ce qu'on dit, hein, les chanteurs super heureux ou les artistes méga heureux, ils créent parfois moins de choses que des gens un peu plus tourmentés, qui ont du coup des choses à sortir un peu. Et il peut m'arriver d'être un peu plus tourmenté que le sourire que je donne, parce que je trouve que quand on accueille les gens sur une chaîne, dans une émission ou quoi que ce soit, tu vois, là, je vais pas te faire l'interview en faisant ça va, Stan? Ouais. Voilà. Alors que peut-être Ouais, c'est ce que je pense, pas de toi, mais hmm, peut-être qu'aujourd'hui j'ai une journée plus ouais. difficile ou machin. Bon, en l'occurrence, non. Mais ça pourrait être le cas. Mais bah là, je me dirais, tac, je passe en mode, il faut que. C'est pas le problème des gens, Ouais. tu vois. Deuxième question, Julien, pour terminer. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Alors en tout cas, je sais pas si je le recommande, mais profondément, c'est un livre, moi, qui m'a énormément marqué. C'est 20 milieux sous les mers. Et plus largement, je dirais Jules Verne. Je trouve que c'est un auteur français extraordinaire. Déjà parce que les aventures qu'il nous fait vivre via ses histoires sont extraordinaires. Ensuite, c'était un mec qui s'appuyait sur la technologie de l'époque et qui l'étirait de manière souvent extrêmement avant-gardiste et en réalité pas si loin de ce qui allait se produire plus tard. Donc c'est un visionnaire en plus. J'adore l'imagerie. Alors c'est dommage, je l'ai pas là, mais dans mon salon, j'ai des éditions, etc. Enfin, c'est vraiment toujours près de moi. Je sais que pour bébé, parmi les premiers livres qui seront lus, au moment où il y a une capacité à pouvoir comprendre ce genre d'histoire, ce sera du Jules Verne. Parce que, en plus, je trouve que, tu sais, les éditions Hetzel, les gravures qu'il y a à l'intérieur sont magnifiques, te font rêver, et puis ça me rappelle mon enfance. Ma maman, mes grands-parents m'ont lu beaucoup de Jules Verne quand j'étais petit, etc. Et voilà. Ça m'a donné, je crois, le souffle de l'aventure, du récit, du narratif, l'envie, tu vois, de l'humain qui s'élève, le goût de la technologie, de la découverte. Voilà. Puis avec des questions aussi, parfois des questions éthiques, machin. Enfin, je trouve que ça regroupe. Il y a une modernité incroyable. Et si je ne dis pas de bêtises, qui plus est, nous sommes nés le même jour. Donc, j'y vois comme un parallèle. Énorme. Absolument pas du tout Donc, de niveau. ouais, t'es le Jules Verne des news. Voilà. Génial. Et sur une autre planète, il est sur la Lune, alors que moi je suis encore les pieds sur la planète Terre. Ah, donc 20 milieux sous les mers. Dernière question, Mm. est-ce qu'il y a le Et film? le film, et le film, le Ouais. film m'a énormément marqué. Incroyable. Le film de Disney, bah franchement, super adaptation. Le Nautilus qui sort avec les yeux là comme ça, incandescents, jaune roux. Oh, tu l'as vu ou pas? C'est un dessin animé, c'est ça? Non, 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 Alors, c'est je un l'ai pas film. vu.
Non. avec Kirk Douglas, Ok. etc. Ah bah alors franchement, il est sur Disney+. Regarde-le, les Vas-y, musiques, allons-y. l'ambiance, l'imagerie un peu steampunk, incroyable. Et il a pas tant vieilli que ça. Dans le chat, enfin dans les commentaires, vous direz ceux qui l'ont vu, mais vraiment je vous conseille 20 minutes sous les mers, l'adaptation au cinéma de Disney, elle est très très bonne. Cool. Super. Bah, on va voir. On va retrouver la passion du cinéma Ben oui, avec tout ça. exactement. Ouais. Dernière question, Julien. Est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit? Je dirais que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ok. Parce que quand t'es exposé, forcément, t'as des gens qui t'aiment, t'as des gens qui t'aiment pas. Parfois, ça peut être arrivé à des degrés très très élevés. Parfois, c'est pas très agréable, Ouais. objectivement. Mm. Il faut avoir les épaules. Parfois, ça te touche au fond même de toi, physiquement. Il y a des moments, c'est presque oppressant, tu vois. Surtout quand moi, j'ai toujours essayé de faire les choses bien. Et j'essaye. Ça veut pas dire que j'y arrive à chaque fois. Ça veut pas dire que je me suis pas trompé. Bon. Mais j'essaie toujours de faire au mieux et j'essaie toujours d'avoir un message plutôt positif et de bienveillance, etc. Et donc parfois il y a des choses qui me paraissent être venues d'autres planètes. Et quand il y a une espèce d'effet de meute, parfois c'est un peu, tu fais waouh. Et donc, ok. Mais pour autant, moi je continue mon chemin et je crois en ce que je fais, en ce que je suis et j'avance. Et finalement, d'une certaine manière, hein, tu sais, ceux qui t'aiment pas mais qui viennent au quotidien, ils t'aident. Ouais. Je reçois fréquemment des messages de gens qui me disent Julien, ce message, tu dois pas le recevoir fréquemment, et pourtant si en fait. Je suis quelqu'un qui t'a découvert parce que des gens disaient plein de choses négatives sur toi. Et j'ai voulu me faire ma propre opinion. Maintenant, je suis abonné, je kiffe tes vidéos, je te remercie. Voilà. Moi, je demande juste aux gens de regarder la réalité de ce qui est produit, de ce qui est fait. C'est sûr qu'en 25 ans, et sur ma chaîne, je dois déjà avoir plus de 2000 vidéos. Forcément, dans le lot, il doit y avoir des trucs qui peuvent être améliorés, hein, évidemment. Mais que le premier qui n'a jamais fauté me jette la première pierre. Merci, Julien. En tout cas, c'est toujours fait avec beaucoup d'authenticité. Ouais. Non, mais ça se voit. Et bah écoute, j'aime bien cette dernière question, tu vois. C'est toujours un mot de sagesse pour terminer mon podcast. Ça donne un ton très élevé à la fin, tu vois, à côté très, voilà, la grande citation. Et on cite du Nietzsche, tu vois, on n'a pas cité du tout de philosophe, mais là c'est beau, c'est beau. Oui, alors la mienne, elle va pas super, elle vole pas Non, des mais masses haut, hein, mais c'est ça, tu vois, on a un mot de sagesse sur la fin, on a un recul, etc. Je suis vraiment content de cette question. Je jette des fleurs à mon Garde-la. propre format, mais je suis content de cette question qu'on a à la fin, que j'ai en plus littéralement depuis, je pense, les premiers épisodes. Je les ai jamais changés, mais elle marche, tu vois, ces questions. Et toi, ce serait quoi? Moi, ce serait, tu vois, j'ai un pote avec qui on a un peu un délire, tu vois, du stoïcisme, un ami entrepreneur, etc. Et on se faisait des podcasts, et on parlait de stoïcisme, etc. Et quand ma fille est née, il m'avait apporté un espèce de médaillon, tu vois. Et en gros, c'est l'idée de tout va passer. Tout va passer. Et l'idée, c'est que, tu vois, moi, je suis toujours vraiment dans le futur. Je suis une personne qui est toujours en train de planifier qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et donc, tu as cette idée où tu planifies des problèmes. Et en fait, ce problème, il va prendre un élément démesuré. Mais en fait, tu te dis, si ce problème, il se produit, concrètement, ce qui va se passer, c'est que je vais traverser le problème et je vais en ressortir de l'autre côté, tu vois. Moi, je commence dans ma tête à me dire, ok, bon, si ça se passe, c'est fini, tu vois. Si j'ai cette merde qui se passe dans mon business, ben en fait, c'est dead. Mais en fait, pas du tout. Enfin, il y a plein de trucs pires qui se sont passés et on a toujours pu traverser. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je suis une personne ultra stressée. Tu vois, récemment, tu vois, je voyageais 24 heures de vol avec toute ma famille, etc. Je suis une personne anxieuse des voyages. Et dans le voyage, il nous arrive une merde. Ils ont perdu un de nos sacs. Et en fait, quand le truc arrive, je suis trop zen. Je suis, ah, vous avez perdu notre sac. Ah bah merde, si jamais vous le retrouvez, renvoyez-le chez moi. Et puis voilà, je vais racheter ce que j'ai perdu, tu vois. Mais avant de partir, je suis un stressé de la vie en disant, mais il va se passer des trucs, etc. Mais quand le truc se passe, en fait, je dis, bah finalement, c'est pas grave, ils ont perdu un tu sac. l'as déjà intégré, quoi. C'est fou. Et donc, du coup, tu vois, l'idée de tout va passer, quand tu arrives à un truc mauvais, ou surtout quand tu anticipes un truc mauvais, c'est bien parce que ça te dit, bah en fait, fondamentalement, au pire, je vais passer
X heures compliquées dans l'avion, ma fille va pleurer et pendant 5 heures et ça va être compliqué, mais au bout de 5 heures, ça sera terminé. C'est que 5 heures de ta vie au final. Et en plus, ça ne se produit pas parce qu'elle a dormi parfaitement. Et de l'autre côté, cette mentalité de toujours être dans le futur et toujours être dans l'anticipation de ce qui pourrait se passer mal fait que tu prends le risque de ne pas apprécier en fait ce qui se passe bien en ce moment. Parce que la plupart du temps, les choses se passent bien, tu vois. Et le truc, c'est de te dire, aujourd'hui, ça se passe bien et finalement, tu as passé tellement de temps à réfléchir à ce qui allait se passer dans le futur et toutes les merdes que tu allais avoir que tu as oublié d'apprécier ce que tu avais en face de toi. Et donc, je trouve que tout va passer. C'est un peu en 3 mots, tu vois, tu as un double usage pour les moments où ça se passe pas bien, que tu vas t'en sortir. Et pour le moment où ça se passe bien, de dire, en fait, tu sais, ce moment-là, il va pas durer pour toujours, quoi. Il y a un moment où tu vas regarder en arrière. Et il y a une excellente citation dans le dernier épisode de la série The Office, le personnage de Andy Bernard, qui a passé l'ensemble de la série à être nostalgique de l'époque où il était à l'université et de tous ses amis qui s'étaient faits, et qui maintenant, dans le dernier épisode, est nostalgique de tous les amis qui s'est fait dans The Office, tu vois. Et il dit, ça serait cool si, quand tu étais dans les bons vieux jours, tu pouvais savoir que tu étais dans les bons vieux jours. Parce que la passe tout son temps être nostalgique, c'est un gars qui est là-dedans, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc qui est important, c'est-à-dire que tu vas un jour repenser à te dire, tiens, le départ de ma chaîne YouTube, c'était vraiment une aventure incroyable, j'ai fait le truc. Mais en fait, dans le quotidien, en tout cas, moi, dans ma personnalité, en fait, j'ai vécu ça en étant tac, 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 vas-y, la prochaine vidéo, mon gars, on y va. Et à aucun moment, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est cool ce qu'on est en train de faire. Donc, ma citation, c'est tout va passer. Ça, c'est super important. Et ça, tu vois, ça, c'est un truc sur lequel je veille vraiment. Et plus ces dernières années que par le passé. Ça, probablement que c'est l'expérience. C'est de ne pas oublier de célébrer les choses qui se sont bien passées, les beaux moments, voilà, avant de passer à la suite. Parce que moi, globalement, je suis pas quelqu'un qui se satisfait énormément. Ouais. Mais par contre, parce que j'ai envie de faire d'autres choses, d'avancer, on a réussi ça, on peut réussir peut-être un peu plus. Je trouve que c'est motivant. Mais pour autant, il faut savoir les beaux moments. C'est ça qui en fera de beaux souvenirs, etc. Et je crois aussi qu'il faut strictement pas avoir peur de l'échec, parce que ce sont les échecs qui construisent les réussites de demain. Et j'ai envie de dire qu'en France, on a une espèce de phobie, souvent, pas tout le monde évidemment, mais de l'échec. L'échec est très mal perçu, l'échec est un peu stigmatisé, les gens qui ont raté, ils osent plus, ils se cachent, machin, etc. Je veux dire, on fait tous des échecs. J'ai fait des échecs, j'ai eu des échecs, on en a tous eu, et on en aura, les grands, les petits, les moyens, les malins. Ceux qui réussissent, c'est juste ceux qui auront réussi à faire de leurs échecs un tremplin parce qu'ils auront appris de ces erreurs-là. Et ça, c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde. Et pour ça, il faut l'énergie de savoir toujours se redresser et de croire aussi avec un peu de positivité à l'avenir et pas toujours justement être tourné vers le passé et dire t'étais mieux avant, machin, etc. Parce que sinon, pour moi, c'est la fin. Un autre mot de sagesse. Merci Julien d'être avec nous, c'était un plaisir de t'avoir sur l'émission. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez vous aussi envie de construire une audience sur Internet, le meilleur endroit pour commencer, c'est mon guide gratuit par email qui s'appelle Construire une audience qui achète. Je vous parle de comment, numéro 1, construire une audience, numéro 2, comment choisir le bon sujet, pour pouvoir, numéro 3, vendre des produits aux gens directement, ce qui vous permet de vivre de votre audience avec beaucoup moins d'audience que si vous deviez vivre par la pub, par AdSense, où il vous faudrait des centaines de milliers d'abonnés. En vendant des produits directement à votre audience, ça peut être faisable aux alentours de 10 000 abonnés, vous pouvez en vivre de manière confortable. Pour vous inscrire, il suffit d'aller sur marketingmania.fr/audience. Je vous retrouve dans le prochain épisode du podcast Marketing Mania.